Bonsoir. Dans Secret d'Histoire, aujourd'hui, nous parlerons de Jeanne d'Arc, avec notamment cette question. Jeanne d'Arc serait-elle morte pucelle si elle avait été baptisée par l'abbé Pierre? Allez, viens. Bonjour à tous et bienvenue dans l'Instant Paillette. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir ce monsieur. Il a souvent été comparé à Thierry Leluron, imitateur, chanteur. J'ai le grand plaisir de recevoir Yann Jammet. Bonjour Yann. Bonjour Marc, comment ça va? Ça va bien et toi? Ça va. Toi, tu nous viens de Grenoble, c'est ça, tu m'as dit? Je suis né à Grenoble, j'ai grandi à Grenoble, oui, je suis grenoblois à l'origine, effectivement, mais je suis parisien depuis pas mal d'années maintenant, ouais, quand même. 20 ans presque. 20 ans. Et t'as Ouais. commencé à imiter très très jeune, t'étais enfant. J'ai commencé à faire des imitations, j'avais 13-14 ans, c'était au collège. Alors les premières imitations, c'était, tu te souviens, t'es quelle année toi? T'es jeune 87. T'es de 87, ouais, Ouais. t'es assez jeune quand même. Donc t'as connu le Bébé de Show? Bah quand même. Tu te souviens du Bébé de Show? Oui. T'étais Non, petit, hein. je me rappelle. Le Bébé de Show, tu sais, c'était avant les Guignols de l'info. Tout à fait, C'était une oui. émission où on caricaturait les hommes politiques avec des marionnettes. Et premières imitations que j'ai faites avant les Guignols de l'info, parce qu'après, évidemment, comme tout le monde, je faisais les voix des Guignols de l'info, mais c'était les voix du Bébé de Show. Là, à l'époque, François Mitterrand, président de la République, Jacques Chirac, tout ça. Et je faisais les voix du Bébé de Show qui à l'époque cartonnait sur TF1. Et quand je faisais ça au collège, dans la cour, d'un seul coup, ça a attiré les regards sur moi. Alors moi au collège, j'étais pas vraiment dans les leaders. Et d'un seul coup, quand je me suis mis à faire ça, boum, je me suis rendu compte que ça a attiré l'intérêt sur moi. Donc là, je me suis dit, il y a peut-être un truc à faire avec ça finalement. Voilà. Et puis voilà, de fil en aiguille, c'est devenu une occupation. Quand j'étais au lycée, après, je sortais des cours le soir. Au lieu d'aller au café, jouer au baby-foot et draguer les filles avec les autres, je rentrais chez moi, je m'enfermais dans ma chambre et j'avais un magnétophone que mes parents m'avaient offert et je m'enregistrais sur le magnétophone, mais peut-être des fois 2-3 heures tous les soirs, comme ça je m'enregistrais, je travaillais mes voix comme ça tous les soirs. Et voilà, et puis de fil en aiguille, c'est devenu une passion et puis c'est devenu un métier, quoi. Voilà. Ça fait bientôt 6 mois que la France, politiquement, est un bordel immense. Après, t'as fait des études d'histoire. Et comment Ouais. tu es passé de l'histoire à faire de la scène? Quel a été le déclic? Ouais, alors ça c'est vrai que c'est parce que c'est quand même le grand écart, il faut le dire. J'ai toujours eu envie de faire ça en fait. En fait, j'ai fait des études d'histoire parce que je voulais faire plaisir à mes parents. Voilà, parce que tu sais, moi j'étais un petit provincial, j'étais pas très téméraire. À 20 ans, je me voyais pas prendre ma valise comme ça et faire comme Aznavour dans la chanson. Oui, hier encore. Je me voyais déjà. Je vois déjà, Tu sais, monter avec mon complet bleu comme ça, conquérir Paris. Je me voyais pas du tout. J'étais pas du tout mûr, pas du tout apte à faire ça. Et puis mes parents surtout étaient un peu inquiets en voyant le petit qui virait troubadour. Donc j'ai fait des études, mais je savais pas trop ce que j'allais faire en fait avec mes études. Hein. C'est-à-dire que chaque année, je passais en année supérieure, je continuais tant que je gagnais, je jouais quoi. Et puis je suis arrivé au max quoi. Je suis arrivé au bac plus 5, je commençais une thèse, puis je m'emmerdais quoi parce que je savais pas ce que j'allais faire. Puis surtout, je gagnais pas ma vie, quoi. Donc c'était un peu gênant, quoi. Donc j'ai toujours eu envie de faire ça. Je savais que j'allais faire ça à un moment, que j'allais tenter ma chance dans le spectacle. Et j'ai commencé à monter à Paris, à faire des auditions, des scènes ouvertes, tout ça. Et puis écoute, voilà. Après j'ai commencé à faire du cabaret à Paris, à Lyon, surtout au début, parce que comme j'étais à Grenoble, Lyon c'était plus près. Et j'ai appris le métier sur les scènes des cabarets lyonnais pendant quelques années. Et voilà, et c'est devenu un métier. Les femmes sont-elles plutôt clitoridiennes ou plutôt vaginales? On a posé la question à Nabila, elle a répondu aucun des deux, je m'intéresse pas à la politique. Quoi, tu vois, oui, on peut passer des études d'histoire à... Voilà. Mais quand t'as débuté, À la scène. t'as écrit tes petits sketchs avant pour passer tes auditions ou comment ça se Oui, à passait? l'époque, je bricolais des bricolais des sketchs sketchs avec, voilà, à l'époque, j'avais bricolé un sketch avec des voix comme ça où c'était remarque, c'était assez original parce que ça marchait bien. Je faisais des célébrités j'avais fait un sketch comme ça avec des célébrités qui se parlaient au téléphone.
J'imitais un tel, Eli Kaku, je me souviens, il y avait Eli Kaku que j'imitais à l'époque. Ah bah alors, pourquoi vous riez pas? Tu vois, tu te souviens? Voilà. Eli Kaku, pour les plus jeunes, c'était un humoriste qui vraiment qui a eu un succès phénoménal dans les années 90. C'était un phénomène de société même, ces sketchs à l'époque. Et Eli Kaku, oui, ça a été une de mes premières imitations vraiment tube comme ça, phare, qui cartonnait. Et j'imitais Eli Kaku comme ça, qui donnait la réplique par téléphone à d'autres. Voilà, à l'époque j'étais le premier à imiter Zinedine Zidane, par exemple. Ouais, bonjour, c'est Zizou. Ouais, ça va mieux, ouais. Par contre, tu sais que, vous savez que j'ai complètement arrêté la pub. Hein. Ouais, ça marchait plus trop. Déjà, en marchant sur l'eau, je m'étais fait un claquage. Imiter Marc-Olivier Fogiel, voilà, imiter des gens de l'époque, et ça marchait bien. Je passais aussi très vite. J'avais même pas encore appris vraiment le métier. Je me suis retrouvé à la télé dans une émission sur TF1 qui s'appelait Les Coups d'humour. Une découverte que vous avez. Voilà. Il s'appelle Yann Jamais, absolument. Vous allez voir, il maîtrise les voix à la perfection. C'est ce qui est important avant tout pour un imitateur. Le voici, c'est pour vous, Yann Jamais, un des meilleurs imitateurs de la nouvelle génération. Fortuné, 35 ans. Elle croit toujours que le cunnilingus est un nuage. C'était une émission à l'époque qui passait très tard le vendredi soir sur TF1, vers 1h, 2h du matin. Mais c'était très regardé parce que on était à une époque, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans peuvent pas connaître, mais c'était, oui, il y a une vingtaine d'années, c'était une époque où il n'y avait pas encore Internet, enfin il n'y avait pas les réseaux sociaux comme maintenant, il n'y avait pas tous les supports qu'il y a maintenant, et les gens regardaient encore beaucoup la télé. Tout le monde était encore devant le vendredi soir, tout le monde était devant la télé, et les gens traînaient très tard devant la télé jusqu'à des heures, voilà. Et du coup, on avait quand même des fois à 1h du matin sur TF1, on avait encore 1 million de téléspectateurs. Waouh, c'est fou. Ça arrivait, oui, bon. 1 million, c'était vraiment les pointes. Hein. Des fois, on était plus sur du 700, 800 000, mais enfin, on avait encore beaucoup de monde devant la télé. Et donc, cette émission, les coups d'humour, qui lançait des jeunes humoristes et qui passait tard, le vendredi soir, ça passait après Julien Courbet, tu sais, après sans aucun doute. Et ça marchait assez bien. Et je passais dans cette émission alors que j'avais même pas encore vraiment appris le métier, tu vois. Je bricolais des sketchs. Comment t'es arrivé sur cette émission alors que t'étais en plein apprentissage? T'as rencontré quelqu'un? Non, je suis allé passer les auditions. Il y avait des auditions à l'époque. C'était une émission qui était produite par Gérard Louvain. Et le directeur artistique de l'émission s'appelait Claude Fournier. C'était un gars qui a produit beaucoup d'artistes aussi. Et voilà, ils aimaient bien ce que je faisais, donc voilà, j'ai été bombardé dans cette émission quand même pas mal de fois. J'ai fait une 15 émissions, je crois. Encore un matin pour rien, une argile au creux de mes mains. Un 747 s'est explosé dans mes fenêtres. Je peux vous dire que ça fait plus de bruit qu'un oiseau, et surtout qu'une chanson d'Étienne Dao. Mais j'étais pas encore cuit, quoi. J'avais pas encore vraiment j'étais pas rodé, j'avais pas encore appris vraiment le métier, quoi. Je bricolais encore à l'époque. C'était des petits sketchs comme ça que j'écrivais un peu à la va-vite, tout ça. Mais apprendre le métier vraiment de la scène, ça prend du temps, ça prend des années et des années, ça prend une vie même presque. C'est ça, oui. Donc t'arrêtes pas de progresser, et puis c'est en faisant que tu te progresses, et donc de toute façon. Pour avoir vraiment, après chacun a son rythme, hein, mais pour avoir vraiment de l'assurance sur scène, pour être vraiment très sûr de soi, avoir confiance en soi, et ça prend longtemps. Ça t'a pris combien de temps, toi? Là, jusqu'à maintenant. Non, disons que aujourd'hui, j'ai une certaine assurance sur scène, et ça fait quand même plus de 20 ans que je fais ce métier, donc ça serait un peu inquiétant si j'étais pas un peu sûr de moi. Encore que je connais des artistes, tu sais, qui ont encore la pétoche, hein. Bien sûr. Moi, ça m'arrive encore d'avoir la trac, pétoche et le trac. sûr. Quand tu es dans ton exercice quotidien, quand tu joues au théâtre et que tu joues tous les jours, t'as plus vraiment le trac parce que tu maîtrises ce que tu fais, tu es à l'aise, tu connais la valeur de ton spectacle, et puis voilà, voilà. Donc,
t'as confiance. Mais quand tu te retrouves dans un truc inhabituel, avec un enjeu spécial, tu sais, si par exemple tu as, je sais pas, quelqu'un qui vient te voir, et derrière il y a un enjeu, un truc, je sais pas, quelqu'un qui peut t'amener 40 galas derrière, tu vois. Enfin, quand t'as un peu la pression, pour te résumer le truc, Bien sûr. forcément, tu peux avoir un peu la trouille, ouais. Et puis heureusement, c'est cette phrase c'était Sarah Bernard, je crois, qui disait. Le trac viendra avec le talent. Voilà, si vous n'avez pas le trac, rassurez-vous, ça viendra avec le talent. Mais, oui, c'est un peu vrai. Après, les gens qui ont encore la pétoche après 25 ans de métier, Jacques Brel. Maintenant que Michel Barnier se retrouve à la retraite, à l'hôtel Matignon, on entend distinctement au suivant. Ouais, Jacques Brel, ouais. Il avait, il paraît qu'il buvait 2 ou 3 bouteilles de vin avant de monter sur scène. C'était Henri Salvador qui disait qu'il s'engueulait avec lui parce que lui, Henri Salvador avait pas le trac du tout. Il lui disait, mais arrête, putain, c'est que du bonheur la scène. Tu t'as peur du bonheur, toi? Et l'autre, Jacques Brel, il tremblait. Non, mais après avoir le trac quand tu fais un nouveau truc, oui. Par exemple, quand t'es comédien et que t'as 40 ans de métier, mais que tu joues une nouvelle pièce, évidemment que t'as le trac. Oui. Chaque fois que tu te remets en danger, que tu te remets en question, que tu fais un truc nouveau, oui, c'est normal. Tu as à nouveau le trac, et heureusement, oui. Sinon, ça veut dire que t'en as plus rien à cirer, quoi. Faut arrêter. Coco Chanel qui disait toujours parfumez-vous partout, vous voulez être embrassé. Du coup, j'ai pas tardé à vous laisser parce que ça me brûle très très fort. Et toi, t'as pas fait seulement de la télé, t'as fait aussi de la radio. Dans les matinales où tu fais des chroniques sur M Radio. J'ai fait plus de radio que de télé même. J'ai fait 4 ans sur M Radio. Histoire de la musique avec la grenade, tu nous proposes désormais le reste avec ton cœur. Ta finesse et ta virtuosité influencent déjà de nombreux chanteurs français, comme par exemple un certain Renaud. Et toi, qu'est-ce que tu regardes? T'as jamais vu de Ricard? Tu te fous de moi? En quotidienne, en matinale. Comment tu fais pour écrire 2 chroniques par jour? Ben, je me le demande. Comment je faisais, ouais. Parce que c'est du boulot, c'est vrai que c'est un boulot, tu ne fais que ça. Allô maman bobo, maman comment tu m'as fait, je suis pas beau. Ou encore Alain Christophe Maé. Ça fait mal, t'imagines même pas. Et puis alors, En fait, quand tu es sur une quotidienne en radio ou en télé, tu ne fais que ça. Tu écris tout le temps, tu ne penses qu'à ça tout le temps. Moi, heureusement, j'avais quand même 2 co-auteurs qui m'aidaient. Mais ça me prenait mes journées, oui. Et avoir le recul nécessaire, parce que quand t'écris ça un one-man show, des fois ça prend des mois à tester devant le public. Oui. Là, t'écris, tu t'as pas de test, et directement, comment tu fais pour avoir le recul nécessaire pour dire, ah, là c'est bien, là faut améliorer, là c'est... Tu l'as pas? Tu l'as pas. Parce que, tu sais, en quotidienne, quand tu joues tous les jours, quand tu fais une quotidienne et que tu réécris des textes tous les jours, il y a des jours où t'es meilleur que d'autres. Tu peux pas être au firmament tous les jours sur une quotidienne. Après, évidemment, quand tu as des moyens, quand tu as des auteurs très doués avec toi et tout, forcément, bon bah tu arrives à peu près à tenir un certain niveau au quotidien. 11e album en couleur, avec la juste touche qu'il faut de poésie et des titres qui font mouche. LP me donne envie de chanter Zazie. Bravo! Bravo Yann Jamais tous les matins. Ah non, en plus Jean-Jacques Goldman le matin avec les notes là, non mais chapeau. Hein. Bravo. C'est dingue, hein, je me retournais, vraiment franchement c'est bluffant. Merci beaucoup Yann Jamais tous les matins, 7h35. Et merci aux co-auteurs, ah oui, pardon. David Janssen, Mickaël Torgeman et Séverine de Verdet. C'est dur, hein. C'est tous les jours de la remise en question, tous les jours de cette faculté à rebondir sur l'actualité, à être inspiré tout le temps par tout ce qui se passe. Ouais, c'est un boulot monumental, quoi. On aurait pu se dire tout ça ailleurs qu'au kebab d'en bas. Et ouais, le recul pour répondre à ta question, bah bon après tu as quand même des automatismes, des mécanismes quand tu as l'habitude. Au bout d'un moment, quand tu as un peu de métier, tu sens ce qui va marcher ou pas.
Bah, parfois tu te plantes, hein. Parfois t'écris des trucs, tu te dis ça va cartonner, puis ça fait un flop. Puis des fois l'inverse. Des trucs que t'as écrit comme ça à la va-vite, et puis qui cartonnent. Mais bon, globalement, quand même, t'as tes repères, quoi. Tu sais à peu près tu connais les mécanismes d'écriture, humoristique. Mais c'est, ouais, c'est un boulot de chaque instant. Ouais. Guitry disait, si les femmes savaient où on les regarde, elles feraient des économies de coiffeur. Aujourd'hui, tu es dans un des lieux les plus mythiques de Paris, le Théâtre des Deux Ânes, et dans lequel tu joues 2 pièces. Oui, je suis présent, je suis à l'affiche sur deux spectacles, puisque cette année, il y a plusieurs spectacles au Théâtre des Deux Ânes. Et il y a donc Macron l'intelligent artificiel, tout un programme. Alors c'est le spectacle de Jacques Maillot, directeur historique du Théâtre des Deux Ânes depuis 30 ans. Jacques Maillot, donc cette année a encore donc sa revue avec dont je fais partie. On est plusieurs en alternance, plusieurs humoristes à tourner sur ce spectacle. Et puis il y a aussi donc Macron l'intelligent artificiel, c'est du jeudi au dimanche. Et puis il y a Régis Maillot, donc neveu de Jacques et humoriste de grand talent également, qu'on retrouve d'ailleurs comme Jacques Maillot on les retrouve tous les deux dans la revue de presse sur Paris Première, 2 lundis par mois. Régis Maillot qui joue son one man show au Théâtre des Deux Ânes les vendredis samedis et qui a donc créé aussi cette année sa revue Costard Club, ça s'appelle, c'est les mardis et mercredis. D'accord. Et j'y suis également en alternance avec d'autres humoristes. Et ça parle de quoi, ce Costard Club? Ça parle de l'actualité. Le concept, c'est qu'on maltraite l'actualité avec élégance. D'accord. Voilà, comme son nom l'indique, Costard En tout cas. Club. Donc voilà, c'est le chansonnier chic. Satire politique. Satire politique, chic, on appelle ça, nous, le chic and clash. En tout cas, il y aura le lien en description, amis parisiens. Si vous voulez aller voir, n'hésitez pas. Le lien en description. Ouais, vraiment, venez parce que c'est des soirées. Enfin, nous, on s'éclate à le faire. Hein. Et le public n'est jamais déçu. Je sais qu'on a toujours des bons retours. Les gens sont ravis parce qu'avec tout ce qui se passe en ce moment, parce qu'on a une actualité qui est pas très joyeuse. Youpi tralala. C'est quand même c'est plutôt anxiogène ces derniers temps, on va dire. C'est pas la grosse éclate. Quand tu regardes les chaînes d'infos, voilà. Donc ça fait du bien, ouais. C'est ce que nous disent les gens. Ça fait du bien de rire de l'actualité en ces temps un peu troublés. Alors toi, en 20 ans de carrière, un petit peu plus. Un peu plus. Mais je les fais pas, je sais. 22. Toi, en 22 ans de carrière. 22, j'aime bien ça, 22. C'est symétrique. 2 et 2, tu vois. Il t'est arrivé quelques petites folies. Est-ce que tu peux nous raconter un peu quelques anecdotes de métier que tu as vécu? Ah, il y en a quelques-unes, oui. Par exemple, on parlait de la télé tout à l'heure. Hein, je me souviens il y a quelques années, enfin c'est pas très vieux, il y a 3 ans, un canular chez Cyril Hanouna. Salut mes chéris, je t'adore. On est ravis d'être là. Franchement, je vous le dis. Vous venez quand vous voulez sur la biche. Vous venez quand vous voulez, mes chéris. Franchement, on t'adore. Bon Marc, bon chéri, on t'adore. On t'aurait bien reçu sur C8. Mais c'est trop tard. Hein, on verra à la rentrée. Enfin là, tu nous rejoins quand tu veux. Hein, c'est quand tu veux, mon chéri. Cyril Hanouna. Dossier, je me souviens. Il m'appelle un jour. Son équipe, d'auteurs m'appelle. Ils me disent, est-ce que ce soir tu es dispo parce qu'on va recevoir sur le plateau, on était encore en période Covid, Fabrice Divizio, avocat anti-vax, qui ne manquait pas une occasion d'aller faire son show sur les plateaux télé pour dénoncer et il m'appelle. On a Fabrice Divizio qui était en conflit évidemment avec Michel Simès par médias interposés. Et moi j'imite un petit peu Michel Simès. Et bienvenue dans le magazine de la santé aujourd'hui avec Marc en direct sur cette web télé prometteuse aujourd'hui. On est ravis d'être là. Et donc il me dit, est-ce que tu peux on va faire croire que Michel Simès est en ligne. On va appeler Michel Simès, on va faire croire que c'est lui. Et voilà, et on va te donner quelques punchlines à sortir à Fabrice Divizio. Faut que tu t'engueules avec lui. Oh bah c'est pas compliqué. Hein. Voilà. Donc on organise ça.
Et on fait le canular. Et il y avait Benjamin Castaldi, évidemment, qui faisait partie de l'équipe d'Hanouna à l'époque, qui était aussi sur le plateau. Et quelques minutes avant l'intervention, je regarde TPMP juste avant mon intervention, je vois qu'il y a Castaldi, je dis purée, mais Castaldi est en conflit aussi avec Simès. Ils étaient en conflit par médias interposés aussi. Puis ils s'envoyaient des punchlines de régulières depuis quelque temps. Et là, je dis purée, il faut que j'ai des trucs à dire à Castaldi aussi. Et là, heureusement, j'avais un de mes auteurs, à l'époque j'étais à la radio, j'avais un de mes auteurs radio qui m'avait écrit un petit sketch pour la radio, qu'on n'avait pas encore joué, sur le conflit entre Simès et Castaldi. Donc j'avais quelques vannes à sortir à Castaldi. Et là, donc, j'interviens, et je me frite pendant 10 minutes avec Castaldi et Divizio, mais c'était vraiment des trucs, voilà, ça virait au combat de coq. Voilà. Alors à la fin, Cyril Hanouna dit voilà, chérie, c'est Yann Jamais qui est sur M Radio. Et, bon, il explique que c'est pas le vrai Michel Simès. Sauf que aujourd'hui, on est à une époque où les gens, si tu veux, on n'est plus il y a 30 ou 40 ans où les gens restaient devant la télé et bougeaient pas et tout. Maintenant, les gens passent devant la télé, ils regardent pendant 30 secondes un truc, puis ils zappent. Ou à l'heure de TPMP à 19h, les gens sont devant la télé, puis ils vont faire autre chose, puis ils regardent leur téléphone portable, puis tu vois, ils sont pas concentrés forcément sur le truc jusqu'à la fin. Donc il y a beaucoup de gens qui ont cru, qui ont pas entendu que c'était un canular. Bien sûr. Et qui ont donc après on réagit sur Twitter, sur les réseaux sociaux, tout ça, en disant mais Michel Simès, qu'est-ce qui lui arrive, il a pété un câble, il se prend pour qui et tout. Et un an après, je rencontre Michel Simès par un hasard. Là aussi, ça serait un peu long à expliquer, mais en gros, Michel Simès vient chez moi, en fait, parce que la maman de ma fille connaît une dame qui travaille avec lui, et on avait organisé une pub chez moi, parce que Michel Simès avait besoin de mettre en scène une pub pour son journal, comme ça, avec une famille lambda. Donc il nous avait demandé à nous, mais il savait pas que c'était c'était moi qui avais fait ce canular. Et il vient chez moi. Comment ça? On était tous les deux. Quand il est arrivé, on discute, tout ça, il me dit, qu'est-ce que tu fais? Je dis, je suis imitateur sur une radio. Ah, quelle radio? Je dis, M Radio. Il me regarde, il me fait quoi? C'est toi qui as fait le canular chez Hanouna l'année dernière? Il me dit, tu sais que je l'ai très mal pris, j'étais à 2 doigts de porter plainte contre toi et contre Hanouna et tout. Je lui dis que je suis désolé si le canular a pris ses proportions, parce qu'effectivement le canular avait fait du buzz, hein. On en avait parlé, les médias, certains médias en avaient parlé, tout ça. Et je lui dis, écoute, je suis désolé, parce qu'il me dit, oui, tu te rends pas compte, moi, j'ai des proches qui m'ont dit qui m'ont même demandé ce qui m'était arrivé, pourquoi t'as pété un câble, et tout ça, et il y a plein de gens qui ont cru que c'était vraiment lui, quoi. Ouais, ça m'étonne pas. Ouais. Et je lui dis, oui, mais écoute, moi, c'est un canular, je peux pas savoir que le canular va partir en vrille comme ça. Et puis bon, après, ça va, ça s'est rabiboché, mais voilà, tu vois l'histoire Ah ouais, bien sûr, non, je comprends. Le direct comme ça, parfois ça peut prendre des proportions un peu inattendues. Voilà, bon, ça c'était une anecdote télé. Après j'en ai d'autres, des anecdotes. N'hésite pas, c'est effrayant. On veut d'autres, on attend. Ah oui. T'as pas une pub à envoyer là ou un truc? On va le prendre le temps. J'ai par exemple, alors il y a toutes les fois où je me suis retrouvé en face des gens que j'imite. Cyril Hanouna, par exemple, je me souviens un jour, ils m'ont appelé son équipe parce que il avait ressorti sa marionnette des Guignols de l'info dans Touche pas à mon poste, et il s'était fait interviewer par sa propre marionnette. Donc c'était moi qui étais allé faire la voix. Donc j'avais interviewé Qui a écrit les Hanouna textes en l'imitant. de l'interview? C'était ses auteurs. D'accord. Et j'avais donc imité Cyril Hanouna qui s'interviewait lui-même. En gros, c'était moi qui faisais sa voix, sa propre voix qui l'interviewait. Ça c'est une anecdote parmi d'autres. Toutes les fois, oui, où les gens que j'imitais étaient là. Je me souviens d'une fois au Don Camillo avec Philippe Candeloro qui était dans la salle, et je l'avais imité sur scène. Alors il était venu me rejoindre après. Ça c'est drôle. Après? Il était venu sur scène après à la fin du spectacle. D'accord. On avait déliré un peu tous les deux sur scène. Oui, il est très sympathique. Il est très sympa, Philippe. Oui, c'est quelqu'un de très gentil. Je me souviens d'une fois au Don Camillo. Alors ça, oui, ça c'est du lourd. Au Don Camillo, un jour, j'arrive et on me dit ce soir, Jean-Marie Le Pen est dans la salle. C'était il y a une quinzaine d'années. Et effectivement, Jean-Marie Le Pen était là. Il n'y avait pas beaucoup de monde ce soir-là. Jean-Marie Le Pen était au fond de la salle. Au Don Camillo, il y avait une petite pergola au fond de la salle. Il était sur la pergola avec sa femme, son garde du corps. Ils étaient à peu près seuls sur la pergola, comme ça. Et le reste du public, dans la première partie près de la scène, c'était Carglass, la société Carglass,
Carglass répare, qui était là, avec des salariés, des employés de Carglass, quoi. Et dans ce groupe, il y avait beaucoup de jeunes, comme on dit maintenant poliment, issus de la diversité. Et il y avait même une fille qui avait un hijab. Et donc ce soir-là, je monte sur scène et je me retrouve donc, ça je pourrais le dire dans mes mémoires quand même, j'ai joué devant un public dans lequel il y avait un groupe de jeunes dont au moins la moitié était issue de l'immigration, avec une fille en hijab, et Jean-Marie Le Pen au fond de la salle avec sa femme et son garde du corps. Voilà, ça fait partie des petites choses comme ça que tu racontes après. Et est-ce que dans ce spectacle, tu imitais Jean-Marie Le Pen à un moment ou à un autre du spectacle? Écoutez, oui, n'est-ce pas? Il m'est arrivé de l'imiter, mais ceci n'est qu'un détail, n'est-ce pas? Mais pas ce soir-là. Je l'ai pas mis. Je l'ai pas fait ce soir-là, non. Et toi, tu chantes aussi, parce que t'es imitateur-chanteur. Cette nuit, j'ai croisé Sarkozy. Près de nous sifflait un merle. La rosée faisait des perles. Félicie aussi. Je chante, bien sûr, oui. D'ailleurs, on a la même prof de chant, toi et moi. Tout à fait. Isabelle Charles. Qu'on recevra bientôt. Qui devait venir aujourd'hui, mais qui sera, il y a eu un empêchement, qui sera là le 19 avril. Oui. Je la remplace. Voilà. Donc abonnez-vous pour pas la louper, parce que là, ça va être aussi du lourd, je vous annonce. Ah oui, Isabelle Charles, c'est toujours un grand moment. C'est un grand moment, oui. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Je t'en prie, Marc, avec plaisir. Très gentil de venir. Nous, la semaine prochaine, on aura encore un imitateur avec une voix des Guignols et des Minicums. Pour les trentenaires, ça va vous rappeler des souvenirs. Ah, laisse-moi deviner. Est-ce que ce serait pas un imitateur qui s'appelle Mathieu? Oui. Oui, Mathieu Schalk. Mathieu Schalk. C'est un ami. Eh ben, il sera avec nous la semaine prochaine. Donc, abonnez-vous et on se retrouve. C'est une spécial imitateur en ce moment. Hein. Exactement. Mais je suis fan des imitateurs. Mais t'as bien raison. Moi aussi. Prenez soin de vous et on se voit la semaine prochaine. À bientôt. Allez, viens. Viens m'aimer. Viens profiter de la vie, viens. Je vais t'aimer, ouais. Viens, on va faire des folies, viens.